Parmi les bolides du Belcar, certains sont aussi monstrueux que puissants, mais la palme de la sympathie revient à cette voiture, la Mini, que Jean-Pierre Blaise a pilotée pour ses 24 heures. Alors Jean-Pierre, présente-nous un petit peu cette voiture que tout le monde regarde très curieusement depuis quelque temps. Oui, donc c'est une initiative d'Éric Vic. Ils ont fait plusieurs saisons au Belcar avec une M3 comme la mienne qui était adaptée au Belcar. Et comme tout le monde sait, c'est toujours le problème du poids. Donc ils ont trouvé une solution radicale. Ils ont pris une caisse de Mini avec une mécanique d'M3. Comme ça, il y a l'avantage de la mécanique BMW et l'avantage du poids par la Mini. Mais le comportement de la voiture reste sain avec un moteur pareil sur un si petit châssis? Oui, c'est un peu nerveux de l'arrière vu le faible empattement de la voiture. Mais il progresse de course en course. C'est jamais que sa 4e course cette année, enfin, de toute la voiture. Et on avance à pas de géant. Alors toi, tu as l'opportunité de piloter cette voiture pour les 24 heures. Qu'est-ce que tu attends de ce type d'engin sur une course aussi longue? Par la mécanique BMW, on va forcément viser un excellent résultat en fait 24 heures, surtout dans la classe tourisme. Et en plus, par la pluie, on adore tous les deux la pluie. Les deux autres pilotes sont effectivement bons aussi sur la pluie. Donc tout est pour nous. Alors, pendant que les stars du Belcar s'apprêtent à se lancer dans ce double tour d'horloge ici à Zolder, nous partons sur 2 roues. Le week-end dernier, les acrobates du MotoGP avaient rendez-vous sur le circuit de Brno en République tchèque. Freinage hyper violent, virage rapide, montée, descente. Le cadre de ce nouvel affrontement au sommet était tout simplement magique. Après un mois d'interruption, le MotoGP reprenait ses droits sur le circuit de Brno, moment choisi par Carlos Checa pour officialiser sa reconduction de contrat pour 2 saisons chez Yamaha. Pour ce Grand Prix de Tchéquie, Daijiro Kato, champion du monde en titre des 250 cm3, se voyait attribué par Honda au même titre que Valentino Rossi et Toru Ukawa, une redoutable RCV 211. Si Valentino Rossi, l'homme fort de cette saison, ne parvenait à décrocher que la 3e place sur la grille de départ, Daijiro Kato, pour sa première apparition sur la Honda 4 temps, signait quant à lui le 2e chrono. Sur son circuit fétiche, le Romain Max Biaggi, qui vient d'officialiser son divorce d'avec Yamaha, s'offrait une nouvelle fois une pole position. Au départ, Biaggi va parfaitement mettre sa pole à profit pour signer le all shot devant Valentino Rossi. Dans le premier virage, c'est toutefois Carlos Checa sur la seconde Yamaha M1 qui se plaçait dans le sillage de son chef de file. Shinya Nakano, poussé hors trajectoire, se voit relégué en queue de peloton avant de chuter quelques virages plus loin en tentant de résorber son retard. Quant à Daijiro Kato, parfaitement dans le coup en ce début de course, il ne va pas tarder à prendre le meilleur sur Checa pour se caler dans la roue des 2 leaders. Sentant le danger, Ukawa va lui aussi doubler Checa pour tenter ensuite de revenir sur le trio de tête qui vient encore de hausser le rythme. Pour Aoki et sa Proton, la course se termine dans le bac à gravier après une chute interminable, mais heureusement sans gravité. Du moins pour le pilote. Malgré tout son talent, Daijiro Kato va quelque peu lâcher prise, ne parvenant plus à suivre le rythme infernal imposé par Biaggi et Valentino Rossi. Alors que l'on se dirige tout droit vers un duel au finish entre les 2 frères ennemis, coup de théâtre, Valentino Rossi, dont le pneu arrière part en morceaux, va subitement quitter sa trajectoire, permettant à Daijiro Kato de lui ravir la 2e place. Rossi se voit contraint de repasser par son stand, où les mécanos changent la roue arrière. Reparti en 18e position, l'autoritaire leader du championnat ne prendra pas longtemps de risques inutiles et il jettera définitivement l'éponge quelques instants plus tard. La voie royale est ouverte pour Max Biaggi qui offre à Yamaha sa première victoire en MotoGP. Je pense que c'est vraiment une grande victoire pour moi ici à Brno. C'est un des circuits que je préfère. Je ne peux même pas vous dire à quel point je suis satisfait. Le prochain Grand Prix à Estoril sera sans aucun doute placé sous le signe de la revanche. Et ben voilà, maintenant vous savez tout sur les ingrédients de cette 24e édition des 24 heures de Zolder qui regroupe quelques 157 pilotes au départ et 22 500 chevaux. Le suspense a assez duré, place maintenant aux principaux faits de course. Viper ou pas Viper? La réponse en images et en explication avec Vincent Frantzen.
Pour la 24e édition des 24 heures de Zolder, c'est un peloton riche d'une petite cinquantaine de bolides du championnat Belcar qui s'apprêtait à en découdre sur une piste à l'adhérence rendue précaire par une météo fort capricieuse. Alors que la BMW Z3 Coupé de Bas Leinders entamait la course depuis la pit lane, Bert Longin ne se faisait pas prier pour emmener la meute au volant de la Chrysler Viper GTSR du GLPK Racing, grande favorite du double tour d'horloge limbourgeois. Dans son sillage, on retrouvait rapidement la seconde Viper présente, le tout nouveau bolide du Finlandais Pertti Kuismanen, d'emblée dans le coup. Si les premiers tours de course étaient assez calmes, l'ambiance montait rapidement de quelques crans lorsque la charmante Joyce de Troc faisait preuve d'une bonne dose de maladresse, ruinant du même coup la course de la sympathique Ginetta à Motorford, pilotée par Olivier Muchens. Pour la pilote de la Porsche, l'heure était à la réflexion, tandis que dans le clan Ginetta, on s'affairait à reconstruire un bolide artisanal bien mal en point. Guère mieux pour la Viper de Kuismanen, immobilisée dans un bac à sable avant de semer une multitude de petits cailloux à même la piste. Début de course catastrophique également pour la Ford de Mondeo de Céleslag, Van Heerum et Stellandre, qui perdait pas mal de temps au stand avant d'être pulvérisé par son pilote sur la piste. Un crash violent qui entraînait la montée en piste de la safety car. Le pire était encore à venir en ce début de course avec la bourde de Mark Neyens, dont la Marcos Mantis percutait la BMW M3 de Christian Van de Velde, le bolide allemand s'embrasant quelques secondes plus tard. L'intervention rapide des commissaires a permis d'éviter le pire, mais on est une fois de plus passé bien près de la correctionnelle. Une fois le calme revenu sur Zolder, la Viper GLPK reprenait son rythme infernal en tête de la meute. De son côté, Bas Leinders réalisait un premier relais de toute beauté au volant de la BMW Z3 Coupé qui remontait de la dernière à une incroyable deuxième place au classement. Alors que l'obscurité envahissait le circuit, la Porsche 996 GT3 RS du RTM Racing, notamment pilotée par Margot Sainz, fournissait un effort lui permettant de s'imposer en principal challenger de la Viper. Pour la Chrysler du Kuismanen Racing, c'était par contre le chant du cygne, deux sorties de piste entraînant l'abandon du reptile pour cause de dégâts trop importants sur la face avant. Même verdict pour la Porsche 996 Super Cup de Van Scott, dont l'équipier von Stals quittait pour le compte le droit chemin. Le petit matin était marqué par un bris de cardan sur la Chrysler Viper GTSR de tête, ce qui permettait à la Porsche de Goossens, Penders et Dujardin de prendre furtivement le commandement de la course. Dans le clan GLPK, on était loin de se laisser abattre, Kumpen, Ezemans, Dupont et Longin entamant alors une superbe remontée. La nuit avait également fait les affaires de la Porsche de Koen et Chris Waters qui pointait dans le top 3 provisoire à l'issue de quelques relais d'excellente facture. Dans la catégorie tourisme, c'est la BMW M3 des Britanniques Moore, Cox et Price qui dominait la meute avant qu'une casse moteur ne signifie brutalement son abandon au cœur de la matinée, de quoi dépiter nos amis britons. Tout profit pour l'extraordinaire Mini Cooper S3 de Quick, Bernhardt et Jean-Pierre Blaise qui héritaient d'un leadership aussi beau qu'inattendu. Retour à l'avant de la course où c'était au tour de la Porsche de Goossens de rencontrer des ennuis de transmission. La 996 GT3 RS reprenant le chemin de la pit lane pour un changement de cardan coûteux en temps. Un fait de course qui permettait à la Viper GLPK de se ménager quelques tours de bon sur ses poursuivants, pas vraiment immédiats. Anthony Kumpen, Mike Ezemans, Bert Longin et Vincent Dupont poursuivant leur démonstration là où ils l'avaient laissé une heure plus tôt. Dans leur dos, cela chauffait entre les meilleurs Porsche, Margot Sainz fondant sur Koen Waters pour replacer la 996 GT3 RS à la deuxième place provisoire, de quoi ravir les membres du RTM Racing. Mais alors que l'arrivée était en vue, tout s'écroulait pour cette Porsche dont le moteur finissait par rendre un dernier souffle. La mort dans l'âme, Margot Sainz se rangeait sur les bas-côtés sans savoir à ce moment que la troisième place était malgré tout acquise. Cette accumulation de problèmes ne faisait que confirmer la toute-puissance de la Chrysler Viper, Kumpen, Ezemans, Longin et Dupont remportant haut la main le millésime 2002 des 24 heures de Zolder. La deuxième marche du podium échouait finalement à la Porsche Super Cup de Waters, Bruinhoog et Van Moll, qui constituait la bonne surprise de la course. Quant à la Z3 Coupé de Leinders, Bélien, Kennis et Sévrich, elle était classée au 4e rang, c'est-à-dire derrière la Porsche de Goossens, pourtant immobilisée en bord de piste.
Du côté des voitures de tourisme, confirmation du succès de la Mini Cooper S3 de Jean-Pierre Blaise et ses acolytes d'un week-end. Preuve de l'extrême compétitivité, mais surtout fiabilité du petit bolide. C'est par une victoire de la Viper favorite que s'est donc clôturée la 24e édition du double tour d'horloge de Zolder, ce qui n'a pas empêché cette épreuve d'être riche en rebondissements et surtout en spectacle.